Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette première vidéo pour vous partager un aperçu de mes comptes bancaires et de mes investissements financiers. Donc, je suis un jeune ingénieur en informatique d'une trentaine d'années et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager en toute transparence mes comptes bancaires et vous montrer un peu voilà, comment j'ai investi mon argent depuis que je gagne un peu d'argent en étant salarié. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble de mes comptes bancaires chez BoursoBank. Donc, BoursoBank, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en ligne qui est la filiale de la Société Générale. Et j'ai aujourd'hui l'ensemble de mes comptes bancaires dans cette banque en ligne, euh, puisque voilà, je la trouve très pratique. J'ai un compte courant, j'ai un compte joint avec ma copine. Et j'ai également un livret A et un livret développement durable qui est donc très similaire au livret A. Et j'ai également un compte titre et un PEA. Je vais vous expliquer un peu en quoi consiste chacun de ces livrets. Mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir tous mes comptes centralisés chez BoursoBank, c'est hyper pratique puisque je peux faire des virements instantanés entre chacun des comptes via l'application BoursoBank ou via le navigateur web et ça marche super bien. C'est instantané, il n'y a pas de frais. Donc ça c'est une banque que je conseille en tout cas si vous cherchez une banque en ligne. J'en suis très satisfait. Euh, donc aujourd'hui je vais vous faire un focus tout particulier sur le PEA parce que c'est l'enveloppe que je privilégie pour investir mon argent. Et du coup, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le PEA et pourquoi j'utilise cette enveloppe en priorité. Donc, le PEA, je suis allé sur le site du service public pour vous trouver les informations. Donc, le PEA, c'est un plan d'épargne en action. À quoi ça sert? Donc, ça sert à investir votre argent. Et quand on dit investir, ça veut dire stocker votre épargne dans la durée pour la faire fructifier. Et quand on dit dans la durée, c'est plus de 5 ans minimum, mais c'est probablement beaucoup plus que ça. En fait, ça peut être 5, 10, 15, 20, 25 ans. Quand on fait de l'investissement, il faut que ce soit dans du long terme. Pour du long terme, c'est très important, puisque avec le PEA en particulier, c'est un outil qui va vous permettre d'investir sur les marchés boursiers, sur les actions et autres produits financiers. Et donc, c'est nécessaire et indispensable d'investir sur du long terme. Donc, il existe plusieurs types de PEA. Le principal et le plus utilisé, donc c'est le PEA classique, PEA bancaire. Donc, c'est celui que je détiens aujourd'hui. Le PEA, c'est une enveloppe dans laquelle et grâce à laquelle vous allez pouvoir acquérir des actions, acheter des actions et d'autres produits comme des ETF par exemple, dont je vais vous parler. C'est un produit donc français, purement français, donc il est nécessaire d'être domicilié fiscalement en France pour l'ouvrir. Il faut que vous soyez majeur et vous devez l'ouvrir auprès d'une banque française, donc soit une banque traditionnelle ou alors une banque en ligne. Mais moi, je vous conseille plutôt une banque en ligne parce que vous aurez beaucoup moins de frais. Et il y a plusieurs banques en ligne qui font ça très bien, donc autant en profiter. La date d'ouverture de votre PEA correspond à la date du premier versement euh, sur ce livret. Et c'est très important parce que la date d'ouverture, vous allez comprendre, c'est un point important. Est-il possible d'ouvrir plusieurs PEA bancaires? Non, donc vous avez le droit à un seul PEA par personne et deux par foyer fiscal.
mais vous pouvez le cumuler avec les autres types de PEA comme le PEA PME. Donc vous pouvez détenir un PEA classique et un PEA PME. Quand vous versez de l'argent, en fait, vous allez simplement verser des espèces sur votre PEA. Dans votre PEA, vous allez avoir un compte espèces et un compte titre en fait à l'intérieur. Et donc vos versements depuis votre compte courant vont atterrir sur le compte espèces. Et ensuite, vous allez pouvoir passer des ordres d'achat d'actions dans votre PEA depuis le compte espèces qui est inclus dans votre PEA. Donc, ce qui est intéressant avec le PEA, pourquoi on utilise le PEA? Parce que le PEA, c'est une enveloppe qui vous permet d'avoir un avantage fiscal. Donc, en France, à l'heure actuelle, toutes les plus-values des produits financiers, si vous achetez des actions par exemple sur un compte titre, vont être fiscalisées à 30%, donc ce qu'on appelle la flat tax. Ça c'est pour le compte titre. Le PEA est une enveloppe qui vous donne un avantage fiscal et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé en premier lieu, si vous souhaitez investir dans des actions, de le faire dans un PEA, puisque au bout de 5 ans d'ouverture de votre PEA, vous allez avoir un avantage fiscal et hop, c'est ici. Et donc vous n'allez être soumis qu'uniquement aux prélèvements sociaux, donc de 17,2% sur vos plus-values, comparé à la fiscalité de 30% sur les revenus habituellement sur les actions, donc vous gagnez 12,8%, ce qui est vraiment pas mal, vraiment intéressant. La condition pour ça, donc, c'est que votre PEA il soit ouvert au moins 5 ans après la date de premier versement dans cette enveloppe. Donc la rémunération de votre PEA, donc il n'y a pas de rémunération automatique comme dans un livret A. La rémunération, elle dépend de la performance des actions ou des ETF ou des autres produits boursiers que vous aurez achetés dans votre PEA. Donc c'est ce que contient votre PEA qui va faire sa performance. On va le voir tout de suite après. Le PEA, il est plafonné à 150 000 euros. Donc ça veut dire que vous n'avez le droit au total que de verser 150 000 euros dans cette enveloppe. Au-delà, vous ne pourrez plus verser d'argent. Cependant, les plus-values pourront continuer à fructifier. Ça, c'est pas un problème. Comment se clôture le PEA? Donc, si vous retirez de l'argent avant 5 ans, le PEA il va être clôturé automatiquement. Et donc vous allez perdre tous les avantages fiscaux du PEA. Donc ça c'est un peu dommage. Donc ce qui est conseillé évidemment, c'est de bien attendre 5 ans d'ouverture de votre PEA avant d'effectuer des retraits d'argent. Maintenant je vais un peu vous montrer ce qu'il en est sur mon PEA à moi. Donc aujourd'hui mon portefeuille total s'établit à 40 609 euros. J'ai versé depuis le début sur mon PEA 37 198 euros. Donc j'ai fait une plus-value de 3 059 euros environ, donc environ 8% de performance, 8% de plus-value par rapport à ce que j'ai versé depuis le début, depuis le premier versement sur ce PEA. Donc vous voyez que j'ai ouvert ce compte le 3 octobre 2022, donc il y a déjà 2 ans et demi. Donc il va me falloir encore attendre 2 ans et demi, donc le 3 octobre 2027, pour profiter des avantages fiscaux du PEA. En attendant, je continue à verser régulièrement de l'argent dessus
et je fais fructifier mon épargne. Donc 8% de performance, c'est pas mal, c'est mieux que le livret A par exemple, mais attention, j'ai fait quelques bêtises dans ce PEA, vous allez le voir après, qui ont diminué ma performance. Donc en réalité, en 2 ans et demi, 8%, c'est pas si bien que ça, puisqu'on estime en général que la bourse en moyenne capable de vous donner un rendement en moyenne de 8% par an. Donc là, on voit que je suis bien en dessous. Enfin, sur 2 ans et demi, 8%, c'est pas si bien que ça. Mais voilà, j'ai fait des erreurs en tant que débutant et je vais vous les expliquer. Donc, dans mon PEA, déjà vous voyez que c'est écrit gestion libre. Qu'est-ce que ça veut dire gestion libre? Ça veut dire que c'est moi et moi seul qui achète, qui vend les actions, les ETF, qui passe des ordres et personne d'autre. Pourquoi ils mettent ça? Parce que vous pouvez aussi chez Bourse-Banque choisir la gestion pilotée. Donc la gestion pilotée, vous allez payer des frais pour que la banque elle-même gère votre PEA, passe des ordres pour vous. Voilà, moi je vous déconseille la gestion pilotée, je vous conseille plutôt la gestion libre, parce que la gestion libre, vous ne payerez pas de frais et ça vous permettra aussi d'apprendre à passer des ordres, de mieux comprendre ce que vous faites, comprendre comment ça marche les actions, comment ça marche les ETF. Ça sera beaucoup plus intéressant, surtout si vous débutez. Et à long terme, si vous vous débrouillez bien, vu que vous ne payez aucun frais avec la gestion libre, en tout cas vous ne payez pas de frais pour la gestion, vous serez gagnant. Donc, mon portefeuille, voilà, vous avez l'ensemble de ces titres qui sont soit des actions, soit des ETF. Alors, les ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Ça, c'est très important que je vous l'explique. Donc, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, ce sont des fonds cotés en bourse qui suivent des indices boursiers à la hausse comme à la baisse. Et en fait, derrière, c'est un portefeuille, c'est un ensemble de titres qui sont détenus par l'ETF, qui représentent le marché, un marché donné sur une période donnée. Donc, c'est des indices qui automatiquement, donc avec des algorithmes, vont essayer de coller le plus à un indice boursier. Donc un indice boursier, par exemple, ça peut être le CAC 40 en France, ça peut être le Nasdaq 100, ça peut être le S&P 500. Donc ça, c'est des grands indices boursiers très connus qui représentent la performance d'un ensemble d'entreprises sur un marché spécifique. Donc par exemple, le CAC 40 représente la performance des 40 plus grandes entreprises, des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Le Nasdaq 100 représente 100 grandes entreprises de la tech américaine. Si vous prenez le S&P 500, il représente les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc ça vous permet, c'est des produits boursiers qui vous permettent de automatiquement investir sur des marchés spécifiques. Ça c'est très très intéressant parce que c'est des choses très très pratiques avec peu de frais et qui vous permettent en toute sécurité d'investir sur des marchés et ça vous évite d'acheter par exemple les 40 plus grandes entreprises françaises une à une individuellement. Là, en un achat, vous achetez les 40 entreprises. Donc ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps, ça vous fait gagner beaucoup aussi sur les frais bancaires, puisque faut bien garder en tête qu'à chaque fois que vous passez un ordre d'achat ou alors vous passez un ordre de vente, vous allez payer des frais dans n'importe quelle banque. Donc, moins on passe d'ordre, mieux c'est.
Donc les ETF derrière, voilà, on peut avoir des actions, des obligations, des devises, des matières premières. Je vais pas tout vous détailler ça maintenant, mais je voulais juste voilà, vous présenter rapidement, vous expliquer rapidement ce que c'est un ETF. Donc pour vous l'illustrer, moi j'investis principalement en ETF. Euh, hop. Donc si on regarde dans l'onglet performance, ça veut bien charger. Voilà, là on voit la répartition de tous mes achats. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit ici sur ce graphe que j'ai 70% de mon PEA qui est investi dans des ETF et 30% environ dans des actions. Euh, et là, vous voyez que euh, mes 4 plus grosses positions sont des ETF. Donc ça, soit c'est marqué dans le titre, soit vous allez le reconnaître après avec l'habitude ou en cliquant dessus. Euh, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai investi vraiment mes plus grosses positions sur des ETF de manière à être tranquille, de manière à être diversifié surtout, puisque c'est une des notions les plus importantes en bourse, c'est de bien vous diversifier. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, ça peut faire mal le jour où votre panier s'écroule. Donc si je prends un exemple, si je mets tous mes fonds sur LVMH et que demain l'entreprise LVMH s'écroule, ben ça va me faire mal. Donc c'est pour ça qu'on achète des ETF. Ça aide beaucoup à vous diversifier. Si demain une des entreprises du Nasdaq, comme Google par exemple, s'écroule, mais il y a toujours les 99 autres qui seront là pour tenir la baraque. Donc je risque pas de perdre tout mon capital du jour au lendemain comme ça. Ok, donc on reviendra sur cette page tout à l'heure. Euh, En termes voilà, de position, donc ce qui est intéressant, voilà, si on prend la première, donc là j'ai investi dans un ETF S&P 500, j'ai 387 parts de cet ETF. Le cours actuel de la part, donc c'est un peu comme une action, hein, c'est une part du fonds, une part de l'ETF. Aujourd'hui, elle coûte 29, elle est estimée à 29,22 et le prix de revient, donc le prix moyen d'achat auquel j'ai acheté cet ETF est de 25 euros. Donc on voit que j'ai fait voilà, ici une plus-value moyenne de 14,33%, donc c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, donc, j'ai fait 1400 euros de plus-value uniquement sur cet ETF. Si vous regardez, voilà, si vous cliquez sur la page de l'ETF, vous avez tous les détails de l'ETF. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant, mais vous avez les informations les plus importantes. Vous avez le graphe de performance, donc la variation du prix de l'ETF sur 5 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, plusieurs années. Donc là, voilà, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de voir que sur 5 ans, sur 10 ans, ben, si vous investissez sur un ETF, typiquement S&P 500, ETF qui comporte une grande diversité d'actions et sur les marchés les plus performants, donc aujourd'hui en bourse, le marché le plus performant c'est évidemment les États-Unis, vous avez une très très belle performance. Donc là, sur 10 ans, 290%, c'est monstrueux. Euh, il peut y avoir des variations sur le court terme, mais c'est pas forcément ces variations-là qui sont importantes. Euh, Là, vous voyez qu'il y a eu des baisses, mais ce qui est important, c'est que nous, on investit sur le long terme. On investit à horizon 5 ans, mais même beaucoup plus. On investit à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, on n'a pas peur des baisses ponctuelles de l'indice ou de la part de l'ETF. Là, vous avez d'autres infos. Boursorama vous donne des ETF similaires, vous donne la notation Morningstar et les risques. Donc là, vous voyez que c'est un ETF
C'est un type de produit qui est considéré quand même assez risqué, hein, 5 sur 7 c'est quand même assez risqué. Euh, Parce que voilà, c'est des actions, donc derrière il y a du risque. Mais c'est aussi grâce au risque qu'on a plus de performance, qu'on fait plus de plus-value. Donc après, voilà, il faut savoir identifier les placements les moins risqués, les placements les plus diversifiés qui vous donneront le meilleur retour sur investissement. Ok, donc si on revient sur mon portefeuille, donc pour vous expliquer, j'ai investi, ma stratégie c'est d'investir principalement aujourd'hui sur le marché américain. Donc je le fais à l'aide de ces deux ETF, donc un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq 100. Euh, je mets à peu près 50-50 sur les deux. Et grâce à ces deux ETF, ça me permet vraiment d'avoir une très belle performance. Là, voilà, 16% sur le Nasdaq, 14% sur le S&P 500. Et encore, c'est pas si énorme. Parce que si vous regardez le graphe de tout à l'heure, vous voyez que sur plusieurs années, c'est une performance beaucoup plus grande. J'avais aussi investi sur un ETF Europe, donc ES50, c'est les 50 plus grosses capitalisations européennes. Donc là, il est remonté un petit peu, mais dernièrement, c'était pas foufou la performance. Donc là, aujourd'hui, je suis à 5,79%. Comme on le sait, l'économie européenne balbutie un petit peu pour de nombreuses raisons. Euh, donc si vous regardez un peu les graphes de performance, on sait quand même bien, sur du long terme, ça fonctionne. Donc pour des raisons de diversification, j'ai choisi de m'exposer un petit peu à l'Europe. Euh, mais on voit que voilà, sur l'année et les 6 mois derniers, c'est plutôt plat. Il y a eu, disons, des perturbations économiques dues à la guerre en Ukraine, dues à l'inflation notamment, qui ont vraiment joué sur la performance des entreprises européennes. J'ai aussi investi donc sur le iShares MSCI World. Donc le MSCI World, c'est l'indice mondial par excellence. Donc là-dedans, en fait, c'est très exposé aux États-Unis, hein. C'est un ETF qui est exposé à 70% aux États-Unis. Et donc, j'avais un peu investi au début là-dessus. Et désormais, je me concentre plutôt sur les ETF S&P 500 et Nasdaq 100. Mais voilà, si vous voulez vous diversifier, si vous voulez ne pas vous casser la tête et n'investir que dans un ETF, ça peut être aussi la solution facile. Ça, c'est un indice qui est performant, qui va vous permettre d'investir beaucoup sur les États-Unis et l'Amérique du Nord, et un petit peu en Europe, en Asie, par exemple comme au Japon, euh, et qui va vous permettre d'avoir un rendement qui est plutôt bon euh, sans trop vous casser la tête. Si on regarde la performance, voilà par exemple ici, euh, alors, tac. Ah oui, parce que ça c'est un indice, évidemment, c'est un indice, enfin c'est un ETF qui a été créé récemment, donc nous n'avons pas l'historique de performance, mais si vous tapez, si vous cherchez les performances de l'indice, donc qui s'appelle le MSCI World, voilà, qu'on peut aller sur investing.com, pourquoi pas. Voilà, donc là vous avez vraiment l'indice, qui est à 3770 points. Hop. Donc ça c'est un mois. Donc si on va sur, voilà, sur du long terme, 5 ans, et même maximum, voilà, vous voyez qu'on a quand même une sacrée croissance, hein. Donc là ils ont de l'historique depuis 2004. Donc on voit qu'en 20 ans, bon, il y a une sacrée performance, hein. On est passé de 1000 à 3700, donc on a fait plus de x3.
c'est une sacrée performance. Donc ça peut être un indice aussi intéressant. Plus de 20% sur un an, donc cet indice fait généralement un peu moins bien que les indices S&P 500 et Nasdaq 100, mais c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez commencer à investir dans un ETF. Donc moi j'ai au début investi un peu dans cet ETF, depuis je remets pas trop d'argent dessus, mais voilà j'ai quand même fait 12%, alors que voilà je crois que j'ai commencé à investir il y a un an sur cet ETF, donc voilà en un an j'ai fait 12% de perte, donc c'est vraiment pas mal. Et après donc j'ai fait un peu de stock picking, donc stock picking ça veut dire que j'ai sélectionné des actions et que j'ai investi individuellement dans des actions individuelles, des actions d'entreprise, donc principalement des actions françaises ou européennes. J'ai commencé par investir sur LVMH, qu'on connaît tous, la plus grande entreprise française. Donc ces derniers temps, il y a eu beaucoup de remous en bourse sur LVMH, puisque tout le secteur du luxe est quand même très impacté par la crise économique chinoise. Et donc, bon, là, j'ai quand même à mon niveau de prix d'entrée. Donc, je suis à plus 3%. Mais si vous regardez voilà, le graphe sur LVMH, on voit que là, voilà, sur la dernière année, sur les 2 dernières années, ça a été compliqué, il y a une grosse baisse. Et là, ça remonte un petit peu en ce moment. Après, si vous regardez sur du très long terme, LVMH, hein, c'est du solide. On est sur une sacrée belle croissance. C'est une belle entreprise dans laquelle vous pouvez investir, je pense. Euh, mais attention au stock picking. Euh, si, euh, si vous n'avez jamais investi en bourse, c'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer. Moi, je vous conseille plutôt, si vous voulez pas vous casser la tête, et si vous débutez, d'investir soit dans un ETF monde, MSCI World, comme je vous ai montré avec le précédent, soit d'investir sur un ETF américain, S&P 500 ou Nasdaq 100, pour voilà, ne pas prendre trop de risques. Sur des entreprises individuelles, vous risquez voilà, évidemment toujours de subir le contexte économique, le contexte de l'entreprise. Il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur le prix d'une action d'une entreprise individuelle. Donc quand on fait du stock picking, il faut être bien vigilant à la qualité de l'entreprise, à ses performances, à ses qualités intrinsèques, ses qualités fondamentales, la solidité de l'entreprise, et également au prix auquel vous achetez l'entreprise, ça va être hyper important aussi. Moi, j'ai fait l'erreur, typiquement c'est une bonne transition, pour les deux actions suivantes, ASML Holding et BE Semiconductor. J'ai fait l'erreur d'acheter ces entreprises à un moment où voilà, leur prix était très élevé. Donc ces deux entreprises, globalement, qui sur le long terme, sont des très belles entreprises. Donc c'est des entreprises du secteur des semi-conducteurs qui permettent voilà, de fabriquer les composants qui se retrouvent dans vos téléphones, dans tous vos objets connectés. Donc évidemment, c'est des entreprises qui ont beaucoup d'avenir. Donc ces deux entreprises, comme vous voyez, il y avait marqué NL dans le code de l'entreprise, donc c'est des entreprises hollandaises. ASML Holdings, la première, donc aujourd'hui elle a 739 € cette entreprise. Et si on regarde le graphe, voilà, donc il y a eu beaucoup de remous hein, sur cette entreprise. L'année dernière, une belle baisse. En fait, tout le secteur des semi-conducteurs a été dans la difficulté. Mais là, ça remonte sur ces dernières semaines. Et puis si on regarde sur du long terme, on s'aperçoit quand même que c'est une sacrée belle entreprise qui est en croissance. Donc c'est aussi quand même pour ça que moi j'avais sélectionné cette entreprise. Par contre, j'ai fait l'erreur d'investir voilà, quasiment aux alentours de 900, hein, donc sur le pic là. Donc c'est vrai que j'ai eu là une moins-value pendant longtemps.
Et là, j'ai l'impression qu'on va peut-être en sortir, mais bon, évidemment, on ne sait jamais de quoi va être fait l'avenir. Donc, ce que vous voyez, c'est que moi, je suis entré à un prix de 986 euros, prix moyen 986 euros, ce qui s'appelle le prix de revient, ou vous verrez parfois PRU, prix de revient unitaire. Et donc, le cours aujourd'hui, il est à 739, donc j'ai quand même une perte de moins 25% à l'heure actuelle sur cette action. J'en ai acheté 3. Donc une moins-value de 740 balles, donc ça fait un peu mal. Donc attention, voilà, c'est ça les risques du stock picking. Vous pouvez vous prendre des grosses pertes si vous achetez une entreprise au mauvais moment ou alors une entreprise voilà, qui n'a pas les bons fondamentaux. Vous pouvez, le prix de l'action peut dégringoler. BE Semiconducteur, il s'est passé un peu la même chose, donc là le prix a été un peu rattrapé quand même. Mais pareil, j'ai acheté à un prix assez élevé à 165 euros. Donc vous voyez que hop, sur le graphe, pareil, il y a eu des remous, mais comme on est quand même pareil sur une entreprise qui a des fondamentaux solides, qui est en croissance en moyenne, sur une belle croissance depuis des années. Donc ça reste une belle entreprise quand même, qui peut être intéressante de détenir. J'ai acheté du Air Liquide, donc ça, tout le monde connaît Air Liquide en France. Aujourd'hui, l'action balbutie un petit peu, hein. J'ai acheté l'action depuis un moment et elle n'a pas augmenté. Le prix est toujours au même prix. Euh, voilà, donc là on voit bien sur un an, c'est flat. Pas de croissance en France. Euh, maintenant, même chose, hein. Comme toutes les entreprises que j'ai sélectionnées, j'ai quand même fait attention à ce qu'on soit sur des entreprises qui, sur le long terme, ont démontré une croissance régulière. Donc là, j'ai un ETF, un autre ETF MSCI World, pareil que j'avais acheté il y a un petit moment. Je ne mets plus de sous dessus, mais je garde l'ETF puisque c'est un placement qui est safe et je suis sûr que ça va me rapporter. Voilà, vous voyez que depuis le début, je suis déjà à 34% de performance, donc c'est pas mal du tout. Euh, donc ça, pareil, si vous voulez pas vous casser la tête, achetez l'ETF MSCI World. C'est beaucoup moins risqué que faire du stock picking et vous aurez quand même un rendement normalement sans trop de problèmes, en tout cas sur du long terme. Attention, sur quelques années, sur quelques mois, évidemment, ça peut baisser, vous pouvez avoir des pertes si le monde rentre en récession, mais le principe de l'investissement en bourse, c'est qu'on est confiant et on parie sur le fait que sur le long terme, la bourse va être bénéfique, va vous apporter au global des plus-values. Quelques dernières actions. Voilà, le fond de mon panier d'actions. J'ai une banque italienne, donc Intesa San Paolo, qui est la première banque italienne, qui est quand même sur une belle croissance, hein. 26% de plus-value, c'est vraiment pas mal. Et pareil, je suis très content puisque vous voyez que si on regarde sur 5 ans, sur 10 ans, bon, là ça a été flat, mais là depuis 2022, on est sur une belle croissance. Donc ça, c'est une action, je pense, que je vais revendre prochainement parce que voilà, elle m'a apporté une belle croissance, mais ça reste une banque. Les banques, on sait que c'est pas des actions purement de croissance généralement, donc c'est des actions un peu cycliques qui peuvent rebaisser selon le contexte économique. Donc celle-là, je pense que je vais prévoir de la vendre prochainement. J'ai un ETF qui est basé sur l'indice MSCI Emerging Markets. Donc c'est un indice qui vous permet d'investir sur les marchés émergents. Donc là-dedans, vous allez avoir principalement certains pays d'Asie,
comme la Chine, comme l'Inde, les pays du sud-est de l'Asie, l'Indonésie, Thaïlande, etc. Et vous allez avoir aussi voilà, d'autres pays euh, comme je pense des pays typiquement les Émirats Arabes Unis, ce genre de pays. Donc on peut aller voir, on peut aller voir, euh, on peut aller voir de quoi est composé euh, le l'indice. Alors une façon de faire quand vous voulez savoir ce qu'il y a dans un ETF, vous copiez-collez le, qui s'appelle l'ISIN, donc qui est ce chiffre, cet identifiant-là, donc qui commence d'ailleurs par le code pays de l'ETF et de l'action d'ailleurs. Vous allez, moi ce que je fais, je vais sur, quand je veux savoir pour les ETF, je vais sur Just ETF. Hop, ok, donc on autorise. Voilà, dans la barre de recherche, vous copiez-collez l'ISIN de l'ETF, vous allez trouver, donc c'est l'identifiant unique hein, du produit de l'ETF, donc ça c'est très pratique, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce qu'il y a parfois des ETF qui se ressemblent un petit peu, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc là vous avez toutes les informations sur l'ETF, je ne vais pas tout vous détailler, vous avez le graphique de performance, et vous avez les informations sur le fond, d'accord? Donc vous avez la description, ok. Vous avez le prix, donc ça c'est les frais de l'ETF, parce que les ETF ont quand même des frais qui sont faibles, mais ils ont des frais, donc ici on a 0,30% de frais, ce qui n'est pas énorme, mais voilà, ça veut dire que chaque fois que vous allez par exemple acheter ou vendre une part de cet ETF, on va vous prendre 0,30%. Vous avez d'autres informations, donc la méthode de distribution, la réplication de l'ETF et sa taille du fonds, donc là c'est un fonds qui aujourd'hui contient 285 millions d'euros, je pense, ça doit être en euros. Et sa valeur actuelle, je vous détaille pas tout ça parce que ça ferait trop d'informations, mais je vous referai une vidéo sur les ETF en particulier. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi qu'on aille voir si on copie-colle le nom de l'ETF dans Google. Ce qui peut être intéressant, donc c'est d'aller directement sur le site de l'émetteur de l'ETF, donc c'est l'entreprise qui fabrique et vend le fonds. Donc ici c'est Amundi. Si vous allez, voilà, je suis investisseur particulier. Si vous allez sur le site officiel d'Amundi, vous allez aussi avoir toutes les informations sur l'ETF. Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est ça que je cherchais, c'est la composition de l'ETF. Donc un ETF, c'est un panier d'actions, donc il va quand vous allez acheter une part de l'ETF, derrière, lui, il va répliquer un achat automatique et il va acheter pour vous un ensemble d'actions. Donc ici, on est sur l'indice MSCI Emerging Markets. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 10 principales entreprises qui sont derrière cet ETF, voilà, c'est des entreprises de Taïwan, Taiwan Semiconductor, Hong Kong, on a l'Inde, et voilà, c'est à peu près ça. Et donc là, voilà, vous voyez qu'il y a des grandes entreprises chinoises comme Tencent, Alibaba, China Construction Bank. Ça doit être une banque indienne. Voilà, vous avez des entreprises de Taïwan, indiennes. Et là, vous avez le secteur de l'entreprise. Et vous avez la répartition géographique aussi. Donc là, c'est la répartition par devise. Ah bah voilà, la répartition par pays, ça c'est bien ça.
Voilà, donc là on voit que cet ETF, c'est surtout ça qui m'intéressait en fait, c'est que cet ETF il est investi derrière à 30% sur la Chine, 15% sur Taïwan, 14% sur l'Inde, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, donc ouais, ZR ça doit être l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Mexique, la Malaisie, la Thaïlande. Voilà, donc tout ça, ça vous montre un peu ce qui est dans ces emerging markets. Donc, pourquoi j'ai investi là-dessus? Eh bien, évidemment, c'est un objectif de diversification. Je veux pas mettre mes œufs dans le même panier. Donc, pour éviter d'avoir tous mes investissements sur les États-Unis et l'Europe, j'ai commencé un petit peu à investir tranquillement dans un petit peu les pays émergents. On prend un peu le pari que ces pays-là, dans le futur, vont connaître de la croissance, vont faire des bénéfices, et donc les grandes entreprises de ces pays vont nous rapporter de l'argent. Et ça nous aide aussi à nous diversifier sur de nombreux pays dans le monde. Il faut savoir que voilà, les pays emerging markets, ils ne sont pas inclus dans l'indice MSCI World. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. C'est un peu piégeux parce que en investissant dans le World, vous vous dites bah, c'est bon, j'ai investi dans tous les pays du monde, mais en fait non. L'indice monde, qui s'appelle MSCI World, en fait élimine énormément de pays. En fait, il retient que les pays les plus développés, les plus performants en bourse. Donc dedans, vous allez avoir surtout en fait l'Amérique et l'Europe et le Japon. Donc c'est finalement assez restreint. Mais ça retient les plus grandes capitalisations boursières mondiales, on va dire, par zone géographique. Le emerging market se focalise sur les pays qui sont plutôt voilà, moins anciens en bourse, on va dire. Et donc là-dedans, vous allez avoir Chine, Inde, Taïwan, Afrique du Sud, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Corée du Sud, Inde, Arabie Saoudite. Voilà. Donc, si je continue, dans la même veine, j'ai acheté un petit ETF Inde, pareil, dans un but de diversification. Donc voilà, ça se recoupe un peu avec cet indice Emerging Markets, mais je fais un peu le pari aussi sur l'Inde. Pour l'instant, c'est pas trop payant, mais je viens de l'acheter, donc ça va. On verra sur le long terme. Mais c'est un petit pari sur le fait que sur le long terme, l'Inde va connaître une croissance économique et donc pourrait bénéficier à cet ETF. Et il me reste dans mon portefeuille deux dernières actions de stock picking, donc Essilor Luxottica et Wolters Kluwer, une entreprise française qui fait tous les produits de verre, donc c'est très utilisé pour notamment tout ce qui est verre pour les lunettes, qui est une très belle entreprise française qui fonctionne bien. Et donc ça, vous pourrez aller voir, mais elle est en croissance depuis des années, et donc j'ai déjà une performance de 12%, alors que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et Wolters Kluwer, qui est une entreprise hollandaise dans la technologie de l'information et les médias. Euh, Pareil, une entreprise qui est en croissance continue depuis plusieurs années, assez impressionnant. Et là, j'ai déjà 30% de croissance. Donc j'ai acheté quelques actions aussi. Mais voilà, ce que vous voyez, ce qui est intéressant quand même quand on prend du recul sur mon portefeuille, c'est que je fais un peu de stock picking pour m'amuser et pour en apprendre un peu sur les actions, les entreprises, comment ça fonctionne. Mais j'essaye de sécuriser en limitant énormément le stock picking que je fais. Donc là, on voyait tout à l'heure que j'ai que 30% d'actions au total et 70% d'ETF, donc j'essaie voilà, de maximiser mon investissement en ETF pour à la fois me sécuriser, me diversifier et me faciliter la vie aussi parce que faut bien comprendre que le stock picking ça prend énormément de temps. Il faut étudier les entreprises chacune, une à une, individuellement.
Il faut passer plus d'ordres d'achat, surveiller les marchés. euh, voilà, ça demande quand même plus de temps, plus d'investissement, plus de connaissances. Et c'est un peu plus risqué, je trouve, que les ETF. C'est pour ça que je limite énormément ma part d'action. Mon objectif, c'est même d'aller à 20% d'actions et 80% d'ETF. Donc là, je continue à, de temps en temps, vendre des actions quand je pense que c'est le bon moment pour racheter de l'ETF de manière à rééquilibrer mon ratio dans mon portefeuille. Si on regarde au global, la répartition géographique de mon compte, on voit bien que je suis principalement investi sur l'Amérique du Nord. Donc évidemment, aujourd'hui, ça reste quand même le marché avec les États-Unis, le pays qui est le plus performant et de loin en bourse. Et ça, c'est encore en train de s'accentuer ces derniers temps. Euh, Là, aujourd'hui, je suis à 56%, mais je vais essayer de monter cette part-là encore plus et de baisser ma part d'exposition en Europe parce que je suis pas hyper confiant sur l'économie européenne en ce moment. Et l'économie américaine montre qu'elle est toujours hyper performante et que ça va continuer a priori dans les prochaines années. Donc voilà, globalement, je pense que vous avez vu un peu l'essentiel sur mon portefeuille PEA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour m'aider, pour me soutenir dans mon travail sur YouTube. Et je vous partagerai, si ça vous intéresse d'ouvrir un PEA chez Boursorama, je vous partagerai un lien code parrainage pour vous inscrire. Et comme ça, vous gagnez un petit bonus, il me semble, d'argent. Moi aussi, ça me soutient dans mon travail. Et tout le monde est content. Comme ça, vous pourrez découvrir le PEA Boursorama qui, je trouve, est très très pratique. J'en suis très content, c'est hyper bien fait. Ça marche bien, vous avez toutes les informations rapidement. Vous avez l'interface sur l'application mobile qui est hyper bien faite aussi, qui vous permet de passer des ordres depuis votre téléphone mobile en quelques clics et vous avez toutes les informations nécessaires à porter. Donc je vous conseille vraiment cette banque et cette application. Merci à tous et je vous souhaite de bons investissements.